tu fais quoi comme reco à la fin? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui se penche sur le phénomène du moment. J'ai nommé Mad Max Fury Road, 4e volet des aventures du guerrier de la route, toujours signé par le monumental George Miller et qui retourne en ce moment à un maximum de cerveau. On fait le plein de gasoil dans la première partie avant une grosse machine arrière direction les 3 premiers épisodes de la saga. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui à l'aune du coup de massue qui est Fury Road? On va se poser la question. Autour de la table pour parler de tout ça, Lélo Jimmy Battista, salut. Salut Thomas. Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Bonjour. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut. Et le public autour de nous ici autant. Qu'elle est Mad About Max, Nos Ciné épisode 3, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Mad Max Fury Road, sauvagerie, cuir, moteur V8, guitare électrique qui crache des flammes, on en prend littéralement plein la gueule avec ce retour au cinéma du Road Warrior de George Miller, plus de Mel Gibson mais le sémillant Tom Hardy dans le rôle de Max, épaulé par la redoutable Charlize Theron en impératrice Furiosa, embarquée dans une mission d'exfiltration d'une grappe de vierges détenue par un très méchant seigneur de guerre, Immortan Joe, 2 heures avec le pied écrasé sur l'accélérateur et la pédale de disto. My name is Max. My world is fire and blood. Voilà, ça tape très fort même dans la bande-annonce. Nos 3 camarades autour de la table ont vu Fury Road, ils n'en peuvent plus. On attaque le tour de table avec Rafik Djoumi. Rafik, c'était comment? Alors, pour faire simple, je peux dire que c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, et je pense en avoir vu quelques-uns. Oui, carrément, vraiment. Il y a une espèce d'absolu de ce que le cinéma peut proposer, sans parler évidemment d'une excellence dans l'exécution qu'on voit une fois tous les 20 ans, là, pour faire large. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir à peu près vécu ce que certains spectateurs ont pu vivre en 62 à la sortie de Laurence d'Arabie. C'est-à-dire vraiment d'avoir un film qui fait le pont, qui résume tout ce qui s'est fait avant pour projeter vers l'avenir, en fait. Voilà. C'est bien, c'est pas mal résumé. Je crois qu'il y a une petite voix de la Discord autour de la table. Moi, je pense que Battista qui est moins enthousiaste. C'est un film qu'on ne peut pas totalement détester de toute manière parce qu'il y a tellement de trucs incroyables dedans que forcément. Moi, je l'aime à 75%. Quoi. Après, c'est ce qu'il y a à côté qui. C'est quoi alors? C'est quoi les 25%? Les 25%, c'est Carmen Cru sort du Paris-Dakar. Alors pour expliquer Carmen Cru sort du Paris-Dakar, c'est une bande de vieilles qui arrivent à la fin en mobilette et qui vient un peu foutre la zone là-dedans. Il y a ce que je disais, on parlait tout à l'heure, la jurisprudence point break, c'est-à-dire moi je peux pas supporter les scènes où quelqu'un se fout à genoux par terre et se met à hurler. Ce que fait Charlize Theron à un moment vers la fin du film, enfin des choses comme ça, quoi. C'est juste, on va dire, c'est cosmétique, quoi. C'est de l'esthétique, c'est des choix un peu craignos, mais c'est pas vraiment le fond du truc, me gêne absolument pas. Mais est-ce qu'il y a beaucoup à sauver quand même? Oui, énormément. Déjà rien que la scène le Tempête de sable, moi j'ai pas vu un truc comme ça depuis, jamais, je crois. Parce que tu disais aussi, c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas vu, mais pour moi un des trucs que je préfère, c'est le guitariste qui accompagne tout le on a beaucoup tout parlé le cortège dans la presse de ce guitariste en faisant juste des riffs de guitare, ce qui est juste une idée complètement débile et géniale en même temps, quoi. Donc voilà, il y a ça, il y a le personnage de Charlize Theron que je trouve super bien, j'adore l'idée en plus qu'elle prenne le devant très vite, même dès le début en fait, puisque Max il est jamais vraiment en position de force, c'est plus Mr Bean dans le film, quoi. Enfin, il parle pas beaucoup, il arrête pas de se casser la gueule, de se faire attraper. Voilà, et il a l'idée la plus débile du film à la fin, qui devient en même temps l'idée aussi la plus géniale du film, quoi. De faire demi-tour voilà. Au convoi des vierges avec. Mais ouais, voilà. Enfin après, c'est des choses. J'aime pas la fin, par exemple. Bon après, je sais pas si on peut la raconter. On va pas trop spoiler. Voilà, peut-être tout le monde l'a pas vu. Stéphane. En fait, je suis un peu bouche bée là, parce que en fait, à la fois le film, pour moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de faire le tour d'un film comme ça. Je l'ai vu 3 fois déjà. 3 fois déjà. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'ai pas eu le temps en fait, parce que il fallait que je termine ma critique et que je voulais vraiment pas. Sur et en fait, voilà. Et le problème en fait, c'est que tout ce que tu reproches au film, en fait, tout est totalement cohérent pour moi dans le film. C'est-à-dire que. Je sais pas le contraire. D'accord. Par exemple, je sais qu'il y a un discours en fait qui est proéminent sur le film, c'est que c'est un film féministe. Oui. Je suis pas d'accord du tout. Sans doute un peu tiré par les cheveux. Oui. C'est pas que c'est tiré par les cheveux, c'est que c'est une vue très actuelle en fait du film, quoi. Pour moi le film c'est pas ça. La façon en fait c'est un conte. Pour moi c'est le meilleur moyen de résumer le film, que j'ai trouvé en fait pour moi, c'est que c'est comme ces peintures en fait tribales qu'on avait à l'époque de la préhistoire où les gens racontaient leur vie en fait au jour le jour, quoi.
et en fait ce qui a été pérennisé en fait avec le temps, ce qu'on a retenu en fait de cette époque-là. Je pense que si Mad Max dans 1000 ans en fait on le montre aux gens, ça parlera quand même aux gens. C'est-à-dire ils comprendront parce que ça ne parle pas de notre société à proprement parler, ce qu'on en fait aujourd'hui. Ça parle des interactions sociales entre les gens de manière tribale, c'est-à-dire le fonctionnement des gens entre eux et ce qu'ils en tirent et ce qu'ils en font. Et justement, l'idée de revenir en arrière dans le film, pour moi, c'est pas anodin. C'est un film qui ne fait que ça, d'aller de l'avant, parce qu'il y a un aspect. Alors, c'est compliqué de parler de tout ça dans un film qui s'appelle Mad Max, qui est connu en fait pour être du bruit, de la fureur, des crissements de pneus, de l'action. Et c'est un film d'action clairement. Mais justement, c'est un film d'action dans le sens où c'est un film sur l'aspect inéluctable de la vie. C'est-à-dire en fait, on avance, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce qu'on est en train de faire. Et cette poursuite-là, c'est ce qu'elle représente pour moi dans le film. Alors je dis ça avec plus de calme que quand je l'ai vu quand je suis sorti, où j'étais juste complètement bouche bée et je me prenais le film en pleine gueule parce que quand tu vas voir un film d'action comme ça, tu te dis ok, j'ai vu le plus grand film d'action du moment ou peut-être de tous les temps ou peu importe, mais le truc c'est que c'est très compliqué d'expliquer que c'est à la fois ça et beaucoup plus que ça en fait. C'est pas le plus grand film d'action, c'est limite le plus grand film en fait. C'est ça qui est très compliqué à expliquer. Voilà, mais bon, c'est assez difficile effectivement d'approcher un film qui est aussi peu littéral et qui est essentiellement il y a des gens qui parleraient de poèmes visuels, moi je préfère parler de musique. C'est vraiment un film qui a été conçu musicalement, c'est de la musique des images. Et tout ce qu'il a à raconter, ou en tout cas tout ce qu'il a à transmettre, va passer par là, c'est sa grande force. C'est aussi la raison pour laquelle je vois pas mal sur les réseaux sociaux les gens, comme d'habitude, trouver que le scénario ne vole pas bien haut, comme à chaque fois qu'on a en gros un scénario exceptionnel, c'est-à-dire que les meilleurs scripts à mes yeux de ces dernières années qui sont Avatar, Gravity et Mad Max Fury Road sont généralement considérés comme pas si bons que ça, parce que les personnages ne s'arrêtent pas pour parler, en gros. Parce qu'il y a une espèce d'éloquence dans ce qu'on transmet au spectateur, de la façon avec laquelle on fait travailler le spectateur, parce que c'est un film où on bosse beaucoup, en fait. Il y a une raison pour laquelle, en sortant, on est un petit peu crevé. On participe énormément et on raccorde constamment les morceaux. Il y a quelque chose de fabuleux dans la présentation du personnage de Furiosa, c'est qu'elle est plantée en quelque chose comme 3 secondes, à peu près. Oui, il n'y a pas de flashback, on nous installe pas le décor pendant 20 minutes. On a juste vu Max échapper de peu à une séquence où on voulait lui mettre un tatouage dans la nuque, et boum, cut, et on a la nuque de Furiosa avec le tatouage dessus, et on a compris son parcours. C'est bon, c'est réglé, maintenant on va passer à autre chose. Il y a vraiment une sensation de, bon, c'est bon les gens, vous allez au cinéma régulièrement, vous savez lire des films, on arrête avec ça maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, qui est ça, c'est un truc que j'ai adoré justement, mais en contrepartie, il y a ce truc qui est un peu, que j'ai trouvé lourd, c'est justement cette histoire de rédemption. Après, c'est peut-être un truc perso, ce côté rédemption, c'est un truc qui me saoule énormément, mais je trouvais ça dommage qu'à un moment il y ait cette petite explication dans la cabine, pourquoi tu fais ça, la rédemption, puis après il y a une personne de Max avec ses visions qui reviennent sans arrêt. C'est marrant parce que j'ai lu cette phrase dans une autre critique aussi, peut-être toi, je suis désolé si... la critique de ciné en fait. Ah d'accord. C'est vrai que je suis là. Et en fait le truc c'est que je pense que c'est tout ce qui... La façon en fait dont tous les dialogues sont disposés, présentés, ce n'est que de l'exposition, on va dire, obligatoire. Cette scène où elle parle de rédemption, moi aussi je me suis posé la question, je me suis dit est-ce qu'elle a vraiment besoin de le dire, mais en fait elle a besoin de le dire pour que Max le comprenne, tout simplement. C'est même pas une question de... C'est vraiment c'est purement informatif, c'est-à-dire que si Max ne peut pas comprendre cette rédemption si elle ne l'informe pas. Après c'est pas une question de temps qu'elle le dise, c'est la façon, quoi. C'est juste moi, c'est même le thème presque de la rédemption, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Gros, c'est plus le thème, mais après c'est peut-être juste un truc, là c'est plus perso. Oui, mais le cinéma c'est perso aussi. Et là vraiment c'est un truc qui est un peu difficile à avaler. Enfin pour moi c'était genre... Bon, c'est pas la taille de l'atterrissage de l'avion devant un bébé de Lord of War où je suis sorti du ciné, mais c'est parce que de toute façon tout le reste était trop bien pour sortir du ciné. Voilà, et puis c'est un film qui a été, il faut le rappeler, qui a été écrit d'une certaine façon, puisque donc c'est un projet, déjà c'est un projet très long, il y a très 17 ans de développement, c'est-à-dire 17 ans pendant lesquels George Miller a eu largement le temps d'intégrer tous les éléments de l'univers qu'il mettait en place, jusqu'à ce que ces éléments soient
évident pour lui. Et donc, quand quelque chose est évident pour vous, c'est facile d'être éloquent. Enfin, c'est plus facile d'être éloquent. Et en fait, il l'a écrit visuellement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de script écrit. Ça a été des storyboards, vraiment des planches, de la prévisualisation, etc. Le script n'a finalement été écrit qu'en bout de course pour le reste de l'équipe, pour que les comédiens, tout ça, sachent à peu près où leurs repères. Mais le film était entièrement conçu avant même que la première ligne soit écrite. Donc, quand je dis que le film n'est pas littéral, on le sent bien parce que donc, tout ce qu'il a à dire, et quand on y réfléchit, c'est stupéfiant ce qu'il arrive à transmettre aux spectateurs, puisque la cosmogonie, les histoires de guerre de clans, enfin en gros tout le fonctionnement de cette civilisation nous est transmis à quelque chose comme 5 minutes, quasiment sans dialogue. C'est là qu'on voit le pouvoir du découpage et des images par un cinéaste qui sait vraiment ce que ce médium représente, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est surtout que ça arrive en plein. Stéphane, le mot de la fin. C'est surtout que ça arrive en plein dans une période où justement le cinéma ne fonctionne plus comme ça. Et surtout ce cinéma-là, en fait, on n'est plus dans comment dire. On en parlait à la sortie du film, tous les deux, mais on est dans l'explicatif absolu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va utiliser un même sur des dialogue, histoires qu'on connaît par cœur, comme celle non, de mais même Batman, au-delà de ça, ce que je veux dire, choses. c'est que Rafik plaisantait avec ça. C'est-à-dire que si un personnage se sert un verre d'eau, il va dire je vais me servir un verre d'eau. Oui. Et en fait, il va expliciter tout pour que en fait, finalement, on puisse aller aux toilettes, on puisse arrêter le film, reprendre, etc., etc. Et Mad Max, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça aussi, je pense que le film fait cet effet-là sur les gens. En fait, c'est que c'est à la fois la façon dont le cinéma se faisait, en fait, ou se fait d'une manière ou d'une autre quand les gens le font, quoi, correctement. Et aussi en même temps c'est complètement nouveau, quoi. Juste un point pour rappeler effectivement qu'il y a une espèce de retour en arrière sur ce qui fait la force du cinéma, mais la baston entre Max et Furiosa, c'est l'équivalent d'un ballet de Fred Astaire et Sid Charisse, c'est-à-dire que tout ce qu'on a à dire va se dire dans cette chorégraphie-là, et il y a des retournements de situation entre les personnages et leurs rapports qui sont extraordinairement éloquents dans cette scène de fight. À chaque coup de poing, il vient de se passer quelque chose entre deux. C'est vraiment à la fois un retour vers une espèce d'idée primitive de la force du cinéma et une plongée totale dans l'expérimental des années qui nous attendent, enfin j'espère. On espère aussi. Fury Road, c'est à voir et à revoir 3-4 fois comme Stéphane. Autant de fois qu'on veut au cinéma en ce moment. Marche arrière maintenant. Max, on dit que le public ne croit plus du tout aux héros à notre époque. Je m'en contrefous. On va leur montrer ce que c'est que des héros. Tu fais les gros titres du jour. C'est un vrai cirque de dingue tout ça. 1979, 1980, 1985, les 3 dates qui composaient jusqu'ici le carnet de bord de la franchise Mad Max. 3 films signés George Miller, un premier façon western de biker totalement autre, un troisième complètement pété de la caisse avec Tina Turner en roue libre, et surtout un second, Le Défi chez nous, Road Warrior chez les anglo-saxons, considéré encore aujourd'hui, à raison si vous voulez mon avis, que je vous donne quand même comme l'un des chefs-d'œuvre du ciné d'action. La Légion Humungus vous salue. Dans un monde sans carburant. Humungus règne sur les terres désolées. Je suis profondément déçu. Vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire. Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là. Quelque part. La VF a super bien vieilli, en tout cas ça fait rêver. Alors ça vaut quoi plus de 30 ans après ces 3 premiers films qu'on peut revoir maintenant assez facilement, en VOD notamment, Lélo? Pour moi Mad Max 2 c'est un peu particulier parce que j'ai dû le voir, c'est le film que j'ai dû voir le plus souvent de ma vie, donc et je le remate encore des fois, je le mate même des fois, juste je le mets en fond et je bosse. C'est vrai. Ouais, ça m'arrive. C'est ton parce compagnon. Que j'aime vraiment, je sais pas, c'est un truc que j'aime vraiment. Et pour moi, forcément, ça n'a pas vieilli. Enfin, même si, voilà, effectivement, ça a quand même tourné en 80, donc ça a pris un peu d'âge, mais je pense pas que ça ait vraiment vieilli. Et puis en plus, quand tu le resitues bien dans l'époque, c'est quand même un truc. Enfin, moi, je suis plutôt journaliste musique. C'est un film super important même dans la musique, en fait, parce que ça définit plein de looks. Je sais que la scène punk en Californie, ils sont complètement pillés ce film pour s'habiller plus que s'inspirer des punks anglais. Enfin, c'est vraiment un truc hyper important à plein de niveaux, quoi. Après, j'aime beaucoup le premier également, et comme qui est beaucoup plus pas neutre, mais beaucoup plus dans la retenue, retenue, voilà, parce que dans le 2 il y a une sensation de vitesse qui est quand même assez incroyable, surtout que ça commence dès le premier plan, ça démarre tout de suite, il y a un petit préambule, mais et vraiment cette sensation de vitesse que j'adore dans le 2, elle est pas vraiment dans le premier, même s'il y a quand même il y a beaucoup de la fin est incroyable dans le premier, et puis comme plein de gens, je déteste totalement le 3 qui est un peu l'équivalent à Star Wars de l'aventure des Ewoks. C'est ça. Beaucoup de l'attaque des clones. des choses comme ça. Stéphane.
C'est vrai que ce que tu dis sur Mad Max 2 et Mad Max, en fait, ça fonctionne effectivement quand on connaît maintenant Mad Max 2 et que ça a complètement... voilà. J'ai même l'impression que Mad Max 4 risque de faire ça à Mad Max 2 à un moment donné, mais en fait, il faut replacer les choses dans le contexte. Et à l'époque du premier Mad Max, c'était juste complètement dingue et nouveau, quoi. C'est-à-dire, et c'était fait avec 3 francs 6 sous. C'était vraiment une équipe d'Australiens complètement tarés qui partaient à l'autre bout du monde, qui étaient à l'autre bout du monde, pardon, et qui faisaient leur truc dans leur coin. Et ça a pris une ampleur monstrueuse dans le monde entier. Ça a ouvert les spectateurs du monde entier vers le cinéma australien. Ça a fait, je crois, à l'époque, dans le monde entier, une centaine de millions de dollars. Donc c'était un vrai phénomène. C'est stupéfiant parce que c'est un film qui avait été conçu pour les drive-in au départ. C'était dans la mouvance de ce qu'on appelle la Ozploitation, donc le cinéma d'exploitation australien. Il y avait eu un film de biker qui s'appelait Stone, qui avait pas mal marché un peu avant. Et le désir au départ, c'était de faire un film à la Stone, en fait. Sauf que c'était George Miller. Sauf que par son talent, Miller a complètement transfiguré ça. Et là, un petit peu soulevé, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans un film entre guillemets quotidien, c'est-à-dire un film de bikers, on était un tout petit peu rentré dans quelque chose de mythologique, mais même lui s'en est pas rendu compte. En fait, il s'en est rendu compte quand il a dû faire la promotion du film dans les pays où ils sont sortis, et s'est aperçu qu'en fait, partout où il allait, les Japonais lui disaient mais vous êtes inspiré des samouraïs, c'est génial, les Américains, c'est le meilleur western qu'on ait vu, voilà. Et en Finlande, on lui parlait des grands récits nordiques, et là, il a réalisé qu'ils avaient tapé dans quelque chose de l'inconscient collectif, en fait, du mythe, et c'est ce qui l'a amené sur le 2 à vraiment le travailler beaucoup plus consciemment. Le 2 est un film clairement mythologique. C'est le monomythe de Joseph Campbell appliqué. À l'époque, Miller ne tarissait pas d'éloges sur ce truc. Et c'est intéressant de voir comment d'un film à l'autre, il a construit. Alors moi non plus, j'aime pas beaucoup le 3, mais dans le 3, on passe du monomythe, qui est un peu le mythe originel, à une espèce de vision un petit peu tarabiscoté du Nouveau Testament. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de christique autour du personnage de Max et des enfants, enfin entre Moïse et le Christ. Des enfants qui va donc essayer de sauver, qui tout à fait à côté dans une espèce d'oasis. Donc, la raison pour laquelle on n'aime pas Mad Max 3, c'est peut-être parce qu'on s'est détaché du christianisme, j'en sais rien. Peut-être parce qu'il y a Tina Turner. Voilà. Et enfin, le 4, moi je trouve qu'on rentre dans quelque chose de carrément métaphysique. Enfin, le film, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un bouddhiste en fait sur Mad Max Fury Road. Non, je suis sûr qu'il nous trouverait des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vois Mad Max 2 aujourd'hui, et que tu fais la comparaison avec Mad Max 4, c'est que c'est clairement Mad Max 2, c'est le film d'un jeune homme brillant de 35 ans. Donc c'est un grand cinéaste. Enfin, c'était déjà là, mais c'est en devenir. Surtout qu'en plus, quand on suit la carrière de Miller derrière, il va vraiment changer de genre et partir dans d'autres sphères. Il ne va pas être connu que pour Mad Max. Le problème, c'est qu'il est connu que pour Mad Max à proprement parler, mais il a, il a touché d'autres genres, d'autres grands sujets, et de la même manière, en fait, avec la même approche. Et aujourd'hui, quand tu vois Mad Max 4, il y a une plénitude dans le film que pour le coup, tu n'avais pas du tout dans les deux, en tout cas dans les deux premiers. Le 3, j'ai pas suffisamment de souvenirs. En fait, c'est vraiment un film que j'ai bloqué de ma mémoire à l'époque. Il faudrait que je le revoie aujourd'hui avec l'âge que j'ai, justement pour faire la distinction et en sachant ce que c'est, quoi. Mais c'est vraiment, ça fait 20 ans que je l'ai pas vu, donc du coup je vais pas vraiment me prononcer là-dessus. Mais c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire que un film comme Mad Max 4, parce que il est intimement lié à Mad Max 2 quelque part, et un film presque zen d'une certaine manière, alors que c'est extrêmement, alors que c'est complètement, c'est pas possible de l'aborder autrement quelque part, mais si quand même il y a cette sagesse en fait dans le film que dans Mad Max 2 tu ne retrouves pas, parce que c'est vraiment pour le coup c'est le bruit, la fureur, Mais c'est ça, parce que moi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi, tu vois, ma première vision d'un Max du 4e a été un peu comme ça. Enfin, je m'attendais vraiment à un truc, à ce qu'il fasse un espèce de statement, mais qu'il pourrait pas faire. Enfin, s'il avait 35 ans aujourd'hui, il le ferait peut-être. Mais vu son parcours, c'était genre qu'il fasse finalement un film comme ce que laissaient penser les premiers trailers, une espèce de poursuite non-stop, enfin surtout d'action non-stop qui aurait été limite irregardable parce que c'est hyper épuisant déjà en l'état. Et voilà, quoi, je m'attendais à ce qu'il arrive avec un pied de biche et défoncer l'urètre d'Arnaud Desplechin. Et en fait non, il ne peut pas faire ça parce qu'il a fait 10 milliards de films, enfin il a fait 10 milliards de trucs, il a continué à vivre derrière, quoi. Donc, et moi je pense, comme je disais tout à l'heure, que
pour quelqu'un comme moi, Mad Max 4, c'est un film que j'apprécierais sans doute plus dans 1 an ou dans 2 ans, quand je le verrai tranquille, en dehors de l'hystérie. Notamment l'hystérie médiatique. Oui, série médiatique, je parle pas par rapport à vous deux, mais je parle surtout par rapport à des chroniques que j'ai pu lire, comme tu disais tout à l'heure, sur le féminisme, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Le truc, c'est que l'hystérie médiatique dont on parle, c'est aussi surtout, pour moi, je l'associe à du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tout le monde a vu les bandes annonces, tout le monde a fait waouh. Mais les bandes annonces, en fait, c'est quelque part, c'est logique en fait que tout le monde s'excite sur ça, parce que la façon dont le film a été fait, ça a juste rappelé aux gens effectivement ce que ça veut dire de prendre des risques devant une caméra, ce que ça veut dire voilà, nous quand on se tape les films de Zack Snyder et qu'il est pas foutu d'aller monter sur une montagne avec de la neige ou je sais pas quoi pour faire une scène qui est censée se passer là-bas et qui tourne tout en studio, au bout d'un moment ça commence à se ressentir, ça commence à se voir. Dans Mad Max, donc quand on se tape ça dans la bande-annonce, on se dit ok, le mec il a failli crever, c'est évident. Le truc par contre, c'est que c'est Mad Max 4. Je suis désolé, on parle de Mad Max 4 au lieu de parler de Mad Max, la première trilogie, mais c'est pour parler de George Miller à proprement parler. C'est que en fait, c'est un film aussi qui est la résultante en fait de la personne qui a réalisé Lorenzo, Happy Feet 2, Les Sorcières d'Eastwick, voilà. Et en fait, le truc, c'est que qui s'est posé toutes ces questions-là, qui n'est pas resté que sur Mad Max, quoi. Oui. Voilà. Donc, Stéphane avait dit à un moment, il y a quelques jours, que George Miller c'était le cinéaste des cinéastes, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a jamais bénéficié d'une aura extraordinaire auprès des critiques et du public. Son nom est ignoré. On continue à lui attribuer des films qu'il a jamais fait, comme L'Histoire sans fin numéro 2, etc. Simplement parce qu'il y a des gars qui s'appellent comme lui. Et on l'a pu le constater ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec les propos de pas mal de cinéastes qui ont vu justement Mad Max Fury Road. Enfin, il y a des trucs rigolos, quoi. George Miller nous fait retourner à l'école. C'était quoi les autres trucs? Si je voyais ce film à 15 ans, ça me donnerait envie de faire du cinéma. Enfin, c'est Edgar Wright aussi récemment qui a dit comment on va faire. En fait, il a dit je discute avec des amis cinéastes et en fait, en gros, comment on va faire? C'est la question qui se pose, c'est comment on va faire. Voilà. Ouais. Donc le truc, c'est que je pense que justement l'hystérie médiatique, pour revenir juste un peu sur ça, elle est plus, je pense, dans le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est presque indéfinissable, en fait, qui, je veux dire, je connais Rafik, donc je sais qu'on peut. Voilà. Le truc, c'est qu'on s'en bouffe des films. Et effectivement, on n'est pas fou comme ça, en fait, en sortant d'un film, en se disant il faut que je le revoie, il faut que je le revoie, il faut que je le revoie. Même Avatar, que j'avais adoré à l'époque, j'ai vu 3-4 fois au cinéma, c'est bon, j'étais rassasié. Là, je suis pas rassasié. Il y a un truc. Et je pense que quelque part, ça rend les gens. Enfin, il y a quelque chose qui est indéfinissable parce que c'est un film d'action à proprement parler. Et du coup, comment dire, on se dit c'est pas possible, ça peut pas être là-dedans. Qu'est-ce qui nous rend. Qu'est-ce qui nous donne envie de le voir? C'est pas les cascades, c'est pas juste ça. Il y a quelque chose, ça parle de nous en fait. Il y a quelque chose qui parle de nous et c'est ce que je pense qu'il a réussi à faire aujourd'hui, de plus par rapport à la trilogie originale encore. Et la trilogie originale, on y revient quelques instants comme ça se trouve, je le reprécise, en DVD ou sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal et illégal aussi sans doute, on n'est pas allé vérifier. Là, pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chers chroniqueurs, 2 minutes chacun pour convaincre. On reste dans le thème si possible, cuir, sable et voitures qui vont vite, apocalypse total. Stéphane, tu commences? En fait, moi je voulais parler d'Happy Feet, mais je vais laisser la place à Rafik, quoi. Je vais juste parler d'Osploitation un peu. Il y a un documentaire qui est excellent qui s'appelle Not Quite Hollywood, qui revient en fait sur cette période puisque Mad Max a plus ou moins lancé ça dans le monde entier, voilà. Mais il y a d'autres films en fait, voilà. Et qui est assez intéressant parce que ça te permet de comprendre l'esprit australien en fait, qui est quand même assez particulier. Et pour nous est un peu, même quand, enfin je veux dire, il y a plus tellement de films australiens qui sortent au cinéma. Donc quand je parle de ça, je parle vraiment des films de Brian Trenchard Smith. Je parle effectivement de Mad Max, de Crocodile Dundee, de Paul Hogan. Et en fait c'est bourré d'anecdotes. C'est avec Tarantino notamment et puis en fait les gros cinéaste de cette période-là. Je sais pas si, je me rappelle plus si George Miller est dedans. Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr, moi je l'ai vu justement. Tu l'as vu, ouais. Il me semble qu'il est pas dans ce qui est bon, malheureux, mais en tout cas ça existe en DVD et c'est à voir si on veut connaître un peu cette période-là, quoi. Tu peux redire le titre? Not Quite Hollywood. Ça existe en DVD. Rafik. En doc, effectivement. Moi, je vais vous parler des Happy Feet. À la sortie du premier Happy Feet, j'avais suggéré qu'on avait affaire à un proto Mad Max à l'époque. Ça avait fait pas mal rire, mes collègues et certains lecteurs en France. Curieusement, le truc, heureusement, avait été repris par un blog américain où vous avez eu une discussion autour de ce papier, justement, en disant tiens, c'est peut-être pas con. Les thématiques sont effectivement les mêmes. Ce qui m'a permis
permis de pouvoir revenir frimer auprès des Français. Et donc voilà, si vous voulez un petit peu comprendre comment un projet comme Fury Road a pu avoir la forme qu'il a aujourd'hui, je recommande vivement de regarder Happy Feet 1 et 2, parce que sur un plan thématique et sur un plan même de mise en scène, il y a beaucoup de choses qu'il a expérimentées là-dedans qui se retrouvent vraiment telles quelles dans Fury Road. Je sais plus, il y a la deuxième partie du 1 ou du 2, je sais plus, qui est incroyable, qui ressemble vachement à certaines actions. Jimmy, alors moi finir. j'hésite entre deux. Alors bon, il y a le premier truc auquel j'ai pensé, c'était Dredd, bizarrement, qui est pas un film post-apocalyptique, qui est plus de la SF, mais c'est parce que j'y ai pensé un peu, notamment quand il y a eu ces discours sur films féministes, etc. Dredd, je trouve que c'est un film qui a été hyper ignoré, enfin totalement ignoré en France même, vu que c'est sorti en direct ou DVD. C'était donc le retour de Judge Dredd. Voilà, c'était un reboot de Judge Dredd, et moi j'aime bien ce perso qui est une espèce de flic d'extrême droite, hyper indéfendable. Et donc dans ce film, c'est pareil, comme Charlize Theron éclipse un peu Tom Hardy, on a le personnage de Gillian Anderson qui éclipse totalement Judge Dredd au bout de quelques temps, et on a en face un bad guy qui est en fait une femme qui a un personnage complètement délirant. Et le film est hyper réussi, il dure 1h10, 1h20, un truc hyper court et assez cheap finalement, puisqu'il y a les effets. Mais voilà, ça j'avais trouvé que c'était un film vraiment à revoir, enfin à voir même, parce qu'il a été très très ignoré. Et voilà quoi. Est-ce qu'on peut tirer un coup de chapeau quand même aux gens des humanoïdes associés pour nous avoir un petit peu préparé, pour avoir préparé le monde à Mad Max? Il faut rappeler que le premier Mad Max devait s'appeler Métal Hurlant, hein, c'était le souhait de George Miller et Byron Kennedy, parce qu'ils avaient bouffé toutes les BD françaises, et donc voilà, tous les créateurs qui ont collaboré à l'aventure Métal Hurlant, merci les gars d'avoir préparé le terrain pour ce film. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules Croix la technique, au temps et au public pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, on parlera de science à l'occasion de la sortie en salle en DVD coup sur coup de deux films qui s'attaquent à deux figures iconiques de la geekerie mondiale, Alan Turing dans Imitation Game et Stephen Hawking dans une merveilleuse histoire du temps. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois et on vous dit à la semaine prochaine. C'était cool, c'était speed.